Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été plus de 18 000 à visionner notre précédente vidéo sur les EPI. Vous nous avez posé un certain nombre de questions et aujourd'hui on va tenter d'y répondre. Bienvenue à bord. Concernant les EPI, il y a deux enjeux. D'une part celui qui concerne les fabricants et les concepteurs, et d'autre part celui qui va concerner les utilisateurs. Si on aborde la question du côté des fabricants, des concepteurs, il faut être capable de mettre sur le marché des équipements jugés fiables qui puissent être homologués comme tels. C'est là que s'inscrit la norme européenne d'application depuis le 21 avril sur les EPI. Elle concerne donc exclusivement, c'est écrit en noir sur blanc dans cette norme, les fabricants et les concepteurs d'EPI. C'est à ce titre, par exemple, que l'INPP met sur son site, qui a été repris sur un site sportnature.gouv.fr, une liste d'équipements qui sont marqués EPI. C'est dans le cadre d'une homologation vis-à-vis des fabricants et des concepteurs. C'est-à-dire que l'Europe exige un certain niveau de qualité, de fiabilité, de performance pour les équipements. C'est l'objet de cette norme qui, je le répète, ne concerne que les fabricants et les concepteurs. Là, il y a deux cas, les EPI qui sont concernés par le Code du travail et les EPI qui sont concernés par le Code du sport, que l'on va appeler EPI SL, sport et loisirs. Les EPI qui sont listés dans le Code du travail concernent les salariés. Le but est d'assurer une protection individuelle des salariés en immersion. Ceux des EPI SL, du Code du sport, concernent tous les établissements d'APS. Et on ne peut pas, par simplification, dire que les EPI définis dans le Code du travail concernent aussi le Code du sport et inversement. C'est une indépendance des ministères et des juridictions, et si c'est le Code du travail, c'est le Code du travail. Si c'est le Code du sport, c'est le Code du sport. On ne peut pas les mélanger. C'est là qu'on a le nœud du problème autour des EPI. C'est-à-dire que ceux qui pourraient concerner les salariés, listés dans le Code du sport, quels sont-ils pour l'activité plongée, moniteur de plongée, sport-loisir? Là, on a des difficultés à définir lesquels. Si je vous prends l'exemple de l'annexe 2 de l'article 4312-6 du Code du travail, eh bien, sont listés des éléments tels que une combinaison de sauvetage permettant de remonter à la surface, un dispositif d'alarme en cas de manque d'alimentation de gaz, une combinaison de protection contre la pression. Je dis bien une combinaison de protection contre la pression. On voit bien dans cette liste que la plongée de loisirs a du mal à s'y retrouver. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite à l'origine pour les scaphandriers. Et donc là, on a une difficulté à définir précisément quels sont les EPI concernés aujourd'hui dans le Code du travail. De la même manière, sur les EPI SL, sport et loisirs, donc qui dépendent du Code du sport, seul le masque de plongée est mentionné explicitement, et pour d'autres équipements, eh bien, c'est sujet à interprétation. Et là encore, il y a des difficultés d'interprétation pour savoir si certains équipements entrent ou pas dans le cadre des EPI SL. Et même pour le masque de plongée, qui est clairement mentionné dans le Code du sport, on a tout de même une interrogation, c'est-à-dire que est-ce que ça correspond réellement à la logique des EPI, des équipements de protection individuelle? Pourquoi? Parce que le masque, on est amené à l'enlever dans l'eau. Et dès le débutant, on lui fait retirer le masque pour respirer sans le masque, remettre son masque, puis le vider. Ça ne correspond pas du tout à la définition d'un équipement de protection individuelle. Un équipement de protection individuelle ne doit surtout pas être retiré dans le milieu dans lequel il est fait pour protéger. Or, nous, justement, on enseigne à retirer le masque. Donc, même pour le masque de plongée, clairement écrit en tant que EPI SL, on a quand même des difficultés à voir la pertinence de cet équipement en tant qu'EPI. La question des modifications qui peuvent être apportées aux EPI revient souvent. Alors qu'est-ce que l'on peut répondre à ça? Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel manomètre, n'importe quel octopus, n'importe quel flexible, n'importe quel inflateur? Bien, la réponse, elle est assez simple en réalité. C'est que vous avez un fabricant, un constructeur qui a défini
certaines normes, qui a défini une notice d'utilisation, et il faut rester conforme à cette notice. Rester conforme à cette notice ne signifie pas forcément avoir systématiquement des pièces ou du matériel de la marque, mais en tout cas, il faut avoir des éléments, des équipements qui soient conformes aux exigences de la marque. Si on prend un exemple en automobile, vous n'êtes pas obligé d'avoir systématiquement des pièces constructeurs lorsque vous faites des réparations, mais les pièces qui vont être mises dans votre voiture doivent correspondre aux normes définies par le constructeur de la voiture, le fabricant. C'est exactement pareil pour la plongée. On ne peut pas imposer en plongée un manomètre de la marque du fabricant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel manomètre peut être mis sur le détendeur. Ça peut aussi bien être un manomètre classique avec son flexible, ça peut être aussi un manomètre avec les ordinateurs à gestion d'air. Donc on ne peut pas exiger dans ce contexte que systématiquement le manomètre soit le manomètre prévu par le fabricant. De même sur le tuyau de flexible, le fabricant peut avoir défini des règles sur le flexible, c'est-à-dire ou des normes, en disant il faut un flexible de telle et telle caractéristique, et quel que soit le flexible que l'on met, s'il respecte les caractéristiques exigées par le fabricant, alors on est conforme. Une question essentielle à la clarification autour des EPI est de savoir qui est concerné par quoi. Si vous êtes un plongeur avec votre matériel, vous n'êtes pas concerné par la réglementation sur les EPI. Ça veut dire que vous n'avez pas à faire de suivi des EPI, comme peuvent être contraints des établissements d'APS. Vous n'y êtes tout simplement pas soumis. Vous pouvez même utiliser des équipements qui sont non CE. Si vous avez acheté une combinaison de plongée aux États-Unis, au Japon ou ailleurs, qui ne sont pas estampillés CE, vous avez parfaitement le droit de les porter pour vous-même en France, en Europe. Il y a un seul bémol sur les équipements CE, c'est si vous utilisez des recycleurs. Si vous utilisez des recycleurs, le code du sport prévoit explicitement, uniquement pour ce matériel-là, qu'il soit obligatoirement CE. Donc les recycleurs, il faut qu'ils soient CE. Pour le reste, vous êtes libre d'utiliser le matériel qui vous convient, à condition évidemment qu'il soit en bon état, mais vous n'êtes pas soumis à la réglementation des EPI. Si vous êtes un club, une association sans salariés, ou si vous êtes une société ou un travailleur indépendant qui n'a pas de salariés, vous n'êtes pas concerné par les EPI pour la partie code du travail. Vous allez être concerné par les EPI uniquement si vous faites de la location ou du prêt de matériel, auquel cas vous serez en obligation de respecter les obligations des EPI pour le matériel prêté ou loué, c'est-à-dire faire le suivi des EPI, vérifier qu'ils sont bien normés CE, etc. Si vous employez des salariés, alors dans ce cas, vous êtes soumis au code du travail, c'est-à-dire qu'il va falloir pour votre salarié lui fournir des équipements, des EPI, ou bien que lui utilise les siens conformément au code du travail, et puis vous y êtes soumis également pour la location et le prêt comme précédemment. Enfin, si vous êtes un magasin, un fabricant, un revendeur, un distributeur, vous êtes concerné, à savoir qu'en France, vous ne pouvez pas vendre, distribuer, louer ou prêter un équipement qui ne soit pas normé CE. Les EPI en font partie. En conclusion, que peut-on dire? Bien, tout d'abord qu'un équipement, ce n'est pas parce qu'il est reconnu comme EPI du côté des fabricants ou des concepteurs qu'il est obligatoirement également un EPI au sens du code du travail ou du code du sport. Cette distinction est fondamentale. Ce n'est pas l'équipement en lui-même qui est un EPI, c'est les conditions, le cadre dans lequel cet équipement va être utilisé qui, en fonction de la réglementation, va amener à considérer qu'il est ou pas EPI et qu'en conséquence, les règles liées aux EPI vont s'appliquer ou pas. Je parle du côté de son utilisation. On va prendre un exemple simple. Si vous achetez des lunettes de protection pour la soudure, eh bien, dans une entreprise, donner à un salarié pour se protéger des brûlures, ça va être un EPI, parce que le code du travail va le définir. Si vous achetez ces mêmes lunettes chez Castorama, Leroy Merlin pour votre propre usage, ce ne sera pas un EPI, vous ne serez pas soumis pour un usage personnel
à une quelconque réglementation liée à ces lunettes de protection. On a exactement la même approche vis-à-vis du matériel de plongée. Et donc, la grande difficulté, c'est l'interprétation des textes, et il faudrait probablement que les ministères, le législateur, clarifient les choses, parce que chacun y va aujourd'hui de sa propre interprétation, et là, il faut vraiment qu'il y ait une clarification pour savoir, au regard du Code du travail et au regard du Code du sport, qu'est-ce qui est vraiment considéré comme un EPI ou pas. Je vous souhaite de bonnes plongées.